Pour cette conférence de presse. Je vous signale au passage que nous sommes enregistrés et nous allons parler de logistique et de transport de marchandises. Peut-être d'abord un rappel de ce qu'est France Logistique, que j'ai l'honneur de présider depuis janvier 2020, date de la création. C'est une association créée pour réunir et porter ensemble la voix des professionnels de la logistique et des différents modes de transport des marchandises, avec des membres fondateurs qui apparaissent en bas de ce document, de cette présentation, et un certain nombre d'entreprises, une vingtaine. Nous sommes au service d'une vision globale et avons pour importante mission le dialogue avec les pouvoirs publics, et de fait, nous sommes l'interlocuteur de référence des pouvoirs publics. Toujours pour mémoire, je vous rappelle, mais la plupart d'entre vous le savez parfaitement bien, les quelques grands chiffres représentant notre filière: 1 800 000 emplois. Donc, c'est tout à fait considérable dans la société française, 10% du PIB pour parler d'économie. Et pour donner un ordre de grandeur, 600 000 poids lourds. Et nous avons tenu à rappeler, comme nous le faisons toujours entre nous et dans le dialogue avec les pouvoirs publics, que notre profession, nos missions dans l'économie s'organisent en chaîne avec différents modes de transport et des stockages dont le maillage, et j'y reviendrai, assure l'efficacité de l'ensemble de la chaîne. Si vous voulez bien, je vais commencer par un rappel de ce que nous avons pu faire depuis notre création en 2020. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que le contexte a été extrêmement exigeant. La crise Covid, bon, elle a eu finalement deux effets un peu contrastés. Le premier, c'est s'il en était besoin de faire apparaître en pleine lumière à l'échelle mondiale et bien sûr à l'échelle française, le rôle central, indispensable, essentiel en réalité, des acteurs des transports de marchandises et de la logistique, tout simplement pour assurer l'approvisionnement du pays. Bon, on peut amener les gens à télétravailler. Par contre, téléporter les marchandises, ça, c'est quelque chose qui n'existe tout simplement pas. Et nos professionnels ont montré pendant cette crise ou ces crises successives une grande agilité, une capacité à faire face à toutes sortes de situations complexes. Alors, ensuite, on a vu à l'occasion des différents plans de relance, alors que les professionnels avaient été évidemment très affectés par les ruptures et les arrêts d'activité de 2020, surtout dans certains secteurs. Donc, on a vu relancer assez rapidement, finalement, au rythme des activités économiques, les différents secteurs, nos activités logistiques. Et de plus en plus est apparu dans le discours public, et vous l'avez, vous les journalistes, largement relayé, l'importance de la logistique pour les relocalisations industrielles, pour les modernisations du commerce, pour le développement des territoires, pour l'import-export. Bref, notre insertion indispensable dans tous les grands enjeux de politique économique. Et puis, je voudrais citer, dans les éléments de contexte depuis 2 ans, évidemment la loi climat et résilience, qui a été une occasion extrêmement intéressante pour les professionnels et pour l'ensemble des acteurs de la filière, d'affirmer notre engagement dans la décarbonation de chacun des maillons de la chaîne à des rythmes évidemment réalistes et pragmatiques. Cet engagement a été, je pense, l'un des événements particulièrement marquants de ces derniers mois. Passons maintenant à la situation actuelle très, très rapidement. Bon, évidemment, on n'a pas encore tous les chiffres de 2021 sur la conjoncture. Ce que nous constatons, c'est une demande très forte en entrepôt,
avec une offre qui se raréfie, un taux de vacances très, très faible, une croissance des effectifs. Alors là, on n'a que les chiffres 2019-2020, mais une croissance des effectifs très importante, aussi bien dans les entreprises de transport routier de marchandises, le mode le plus majoritaire, et également dans les prestations logistiques, avec aujourd'hui comme souci celui des risques de pénurie, enfin en tout cas de difficultés de recrutement. Nous faisons partie, avec d'autres secteurs, des métiers en tension, comme on dit, et puis donc une reconnaissance par les pouvoirs publics qui est maintenant, je crois, bien établie. J'en veux pour preuve, et c'est le document suivant, 6 types d'engagement conjoint de nous tous, les professionnels donc, que je représente, avec la directrice générale de notre association, Constance Maréchal-Dereux. Nous avons, avec les pouvoirs publics, mener les 6 types d'actions suivants. Le premier, c'est la mise en place et le déroulement des travaux, qui sont d'ailleurs toujours en cours, d'une task force sur le verdissement des transports routiers. Ensuite, je citerai en juillet dernier la signature d'une charte sur les engagements de l'immobilier logistique durable dans une approche réciproque avec les pouvoirs publics qui se sont aussi engagés à un certain nombre de choses de leur côté. Troisième exemple de ce que nous avons pu faire, notre participation à l'élaboration de la stratégie nationale du fret ferroviaire. Nous avons, c'est le quatrième point, et j'ai personnellement, avec Madame Anne-Marie Jean et Monsieur Jean-Jacques Bolzan, écrit pour le gouvernement un rapport sur la logistique urbaine durable qui suscite beaucoup d'intérêt. On commençait, cinquièmement, à se mettre en place dans les régions des conférences logistiques régionales. Et il y en a eu 2 à la fin de l'année dernière. Et il s'agit de réunir autour d'une même table tous les acteurs, publics, privés, pour adopter un diagnostic commun de la situation et des feuilles de route partagées. Et puis, je citerai enfin, dernier exemple, le financement par l'État avec un budget de 90 millions d'euros d'un appel à projet sur la logistique. Tout ceci, je voudrais souligner que ce sont des premières. Il n'y avait jamais eu de travaux aussi structurés, aussi précis, aussi construits, et dans lesquels, aussi bien côté pouvoir public que côté professionnel privé, les organisations ont été mises en place pour que ce dialogue soit efficace et fructueux. Voilà ce que je voulais dire à titre de rappel de ce que nous sommes et de ce que nous avons pu faire et ce que nous espérons continuer à faire, comme on dit, encore plus vite, encore plus fort. J'en viens donc maintenant à nos défis et à nos propositions en tant que filière des transports de marchandises et de la logistique. Donc, ces propositions se résument en 4 piliers, si vous voulez. Installer une gouvernance forte, améliorer l'attractivité emploi, mieux utiliser les chaînes de transport et de logistique au service de l'économie et augmenter notre contribution à la transition écologique. Et je développerai nos idées pour chacun de ces 4 piliers. Alors, le premier, c'est la gouvernance. C'est un sujet extrêmement important quand on regarde la compétition avec nos voisins. Le rapport Daher-Emma, que vous connaissez bien, de la fin 2019, remis au Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, avait bien repéré que dans nos pays voisins, il y a une gouvernance bien structurée, privée, publique, qui permet à ces pays d'être, entre autres éléments, compétitifs sur les marchés des transports de marchandises et de la logistique. Alors, en fait, quand on parle de gouvernance, ce qui est
important à voir, c'est que aussi bien au niveau national qu'au niveau local, en fait, les sujets de l'ordre de la puissance publique sont extrêmement transverses et extrêmement nombreux. Il y a l'économie, l'industrie et les commerces, il y a l'énergie et l'environnement, il y a tous les modes de transport, il y a l'aménagement du territoire, l'urbanisme, extrêmement important, beaucoup plus qu'on le croit dans les sujets de la filière, l'emploi, la formation professionnelle, les douanes, la fiscalité, et j'en oublie sans doute. Bon. Donc, une approche très transverse qui, au niveau national, nous amène à souhaiter que le système des comités interministériels de la logistique perdure et soit placé sous la présidence effective du Premier ministre, avec un travail interministériel qui, autour de pivots, actuellement nous sommes très satisfaits des pivots que sont la Direction générale des entreprises à Bercy et la Direction générale des transports, des infrastructures et de la mer à l'environnement, au transport, permettent d'agréger l'ensemble des contributions du ministère. Peut-être que l'on pourrait rajouter et logistique dans l'intitulé d'un ministère, par exemple le ministère de l'Industrie. Alors au niveau local, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut là aussi travailler de manière transverse sur les sujets de planification au niveau régional, par exemple les STRADET, sur les sujets également d'urbanisme au niveau plus local. Et puis sur un ensemble de sujets qui va de la circulation au stationnement, en passant par le commerce, l'économie, etc., etc. Et donc là aussi, nous souhaitons une approche transverse dans toutes les politiques publiques locales, à quelque niveau que ce soit. Voilà pour les sujets de gouvernance. Passons maintenant à la question de l'emploi, puisque je le disais que nous représentons 1 800 000 emplois. Les créations de net de postes sont de l'ordre de 30 000 par an. C'est une des professions dans lesquelles il y a des emplois de tout niveau de qualification. Un fort ascenseur social qui est attesté par les pyramides que l'on voit dans les entreprises et une montée en compétences. Et puis, ce sont des emplois qui sont dans toutes les zones géographiques. Notre souci, c'est en particulier dans le transport routier, une pyramide des âges qui n'est pas très favorable et qui crée certaines tensions dans nos métiers. Il y a beaucoup d'organismes en charge notamment de la formation et d'adéquation de la formation aux emplois, de manière à assurer le placement des personnes formées et aussi leur rétention dans l'emploi. Notre principale proposition en s'adressant au pouvoir public, eh bien, elle est de communiquer positivement sur ces emplois, sur leur diversité, et sur les capacités d'évolution qu'ils offrent aux personnes en question. Alors, troisième pilier, le développement de l'économie. Je le disais en introduction, mais ça vaut vraiment la peine de le redire, nous avons un sujet de souveraineté nationale économique autour des enjeux logistiques. C'est évident pour l'expansion internationale et l'insertion dans le commerce international de la 5e puissance exportatrice, 5e, 6e, ça dépend des années que nous sommes. Nous sommes confrontés à une très forte concurrence internationale. Vous verrez dans les documents plus détaillés qui seront mis en ligne tout à l'heure un certain nombre de chiffres. Et donc, nous pensons qu'il est important d'améliorer la compétitivité de notre chaîne. Alors, d'abord, c'est le socle pour toutes les entreprises de notre secteur, j'allais dire comme des autres. Nous serons très attentifs aux discussions et aux décisions qui seront prises en matière de gain de compétitivité, j'allais dire générale. Baisse des impôts de production ou poursuite de la baisse des impôts de production, de celle des charges sociales pour des industries ou des services de main-d'œuvre, amélioration de la compétitivité réglementaire. Voilà.
Donc, c'est sur ce socle-là que nous travaillons, mais aujourd'hui, mon propos n'est pas celui-là, il est de détailler des mesures spécifiques à notre filière. Alors, d'abord, l'idée de défense d'une concurrence équitable. Dans les discussions internationales, on dit level playing field avec nos concurrents. Et je vais donner quelques exemples. Le contrôle effectif du paquet mobilité qui réglemente désormais les modes de circulation des camions étrangers sur les territoires européens. Autre exemple, de pouvoir expérimenter des camions à très fort volume que l'on appelle des éco-combis. Et puis peut-être surtout, l'harmonisation avec nos concurrents européens des fiscalités énergie et des niveaux de fiscalité foncière, en particulier sur les entrepôts. Ceci est important en soi et ceci est important parce que cela relate que nous sommes dans la compétition, ce qui n'est peut-être pas toujours parfaitement perçu encore par tous les responsables économiques et politiques. Nous souhaitons que les démarches logistiques soient intégrées dans toutes les approches économiques globales, au niveau national, au niveau territorial. Et nous avons également des exemples plus détaillés à donner, par exemple territoire d'industrie, industrie et logistique. Et puis, c'est très important, lorsqu'on se place d'un point de vue international et d'un point de vue écologique, de participer tout particulièrement à l'amélioration de la compétitivité de nos ports. Et la compétitivité de nos ports, elle se fait très largement, ou elle se fera de mieux en mieux sur la partie terrestre et les relations des ports avec les modes de transport terrestres. Et j'en viens au dernier sujet, mais comme je le disais au début, ce n'est vraiment pas le moindre, puisque la loi climat et résilience nous a permis de nous y affirmer très clairement. C'est notre volonté d'augmenter notre contribution en tant que filière à la décarbonation et à la transition écologique ou à la transformation écologique de notre économie. Alors, il y a traditionnellement, et c'est pareil pour les voyageurs, des transports de voyageurs, il y a traditionnellement trois manières pour les activités de mobilité, hein, et là nous parlons des mobilités des marchandises. Il y a traditionnellement trois manières de contribuer à la transition écologique. Le premier, c'est de réduire les distances. Et là, c'est l'affaire de l'aménagement du territoire et des entrepôts. Le premier, c'est d'augmenter la massification, la mutualisation. Et le troisième, c'est de verdir les motorisations et les carburants. Alors, sur ces trois leviers, nous faisons des propositions. Sur la question des distances, planifier les implantations logistiques pour le foncier d'entrepôts eux-mêmes évidemment écologiques. Deuxièmement, accompagner la transition énergétique de la route. Il est acquis, tout le monde le voit bien, que quels que soient les efforts que nous soutenons à cœur joie des filières encore plus massives, c'est-à-dire le train et la voie d'eau, le transport routier de marchandises restera à l'échelle française, mais c'est le cas aussi à l'échelle européenne, le mode majoritaire. Et donc, il y a vraiment un enjeu spécifique, hein, on est sur 75-80% en proportion. Il y a donc un enjeu tout à fait significatif et majeur, à vrai dire, à travailler à sa décarbonation en propre. Là, nous sommes assez gênés, et les professionnels comme les collectivités d'ailleurs hein, sont souvent assez gênés par certains décalages ou petites incohérences
entre certaines réglementations, par exemple les réglementations critères qui ne sont pas exactement les mêmes que Euro 6. Or, Euro 6 est ce qui se fait de mieux à l'échelle européenne en termes de caractéristiques écologiques des camions. Il y a également à ajuster un certain nombre d'aides financières pour qu'elles soient cohérentes avec la disponibilité des véhicules qu'on veut aider et leur prix également. Nous souhaitons évidemment, je l'ai déjà dit, faciliter le transport multimodal. En ce qui concerne le ferroviaire, bon, l'enjeu vraiment de la réussite du plan de relance du fret ferroviaire, c'est la disponibilité de sillons, hein, on le sait bien. Et puis pour les ports, je l'ai déjà dit, c'est la desserte de leur hinterland. En ce qui concerne la logistique urbaine, donc nous avons fait un certain nombre de propositions dans le rapport, je ne vais pas y revenir. Aujourd'hui, ce qu'il va falloir faire d'ici la fin de l'année et pour 2022, c'est de prolonger le programme Interlude qui permet au niveau local d'avoir une approche coordonnée des différents acteurs sur les mêmes leviers que ceux dont on a besoin au niveau national ou régional, c'est-à-dire une approche des lieux, des circulations et des types de moteurs.